Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous, un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Abdulkader Yada. C'est la deuxième fois qu'il passe sur notre plateau. Il est passé il y a 8 mois de cela, c'était en juin 2023. Et là, on avait longuement parlé de l'affaire Cotradis. Aujourd'hui, nous allons parler de Cotradis, mais surtout de l'actualité, notamment liée à la crise sécuritaire, à la mise en place de l'AES par les trois dirigeants du Burkina, du Mali et du Niger. Et on parlera aussi de la relance économique du pays des hommes intègres. Vous voyez donc que c'est un vaste chantier sur lequel nous allons parler pendant pratiquement, nous allons intervenir donc pendant pratiquement 55 minutes. Monsieur Abdulkader Yada, bonsoir. Bonsoir, monsieur Odago. Alors, la question classique qu'on a tendance à poser à pratiquement tous nos invités, comment va l'administrateur général de Cotradis? Bon, je me porte bien, personnellement je me porte bien, mais je suis un peu triste pour les derniers événements dans mon pays. Triste pour les derniers événements, on se rappelle le week-end du 24 au 25 février, très ensanglanté au Burkina Faso. Il y a eu 2 communiqués succincts qui sont tombés. Le premier est de l'Église catholique, le second est de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Chacun a donné des chiffres. Est-ce que déjà, quand vous avez vu ces 2 communiqués, ça vous a beaucoup peiné qu'on attaque les lieux de culte au Burkina? Non, je veux dire que on est toujours peiné quand il y a mort d'homme, hein, quelle que soit la situation, que ce soit dans les églises, dans les mosquées ou même dans la vie courante. Bon, mais on fait face à un hydre terroriste, il faut le reconnaître, qui est vraiment très dramatique. Mais pour moi, pour résoudre ce problème-là, il faut le tritype armée, amour, adhésion. Je m'explique. L'armée, parce qu'on a en face voilà, des combattants qui sont en armes, donc nous devons avoir une armée qui est bien équipée, une armée en nombre suffisant et bien formée. Et ça, j'ai pas de doute parce que les experts en la matière disent qu'il y a eu beaucoup de réformes dans l'armée ces derniers mois ou dernières années, et l'armée monte en puissance. Mais est-ce suffisant? Donc c'est pour ça que dans ce triptyque, il y a l'amour. Donc pour moi, vous avez vu par exemple quand il y a eu les étalons, tout le monde était content, vous voyez, chacun avait son petit drapeau, et voilà, donc il y avait en fait une certaine union autour des étalons. Est-ce qu'on a cette même union autour de notre armée? C'est la question. Et effectivement, quand vous regardez au niveau des lieux de culte, on doit utiliser toutes les capacités pour pouvoir faire des choses, que cet amour, cette cohésion-là puisse gagner la société burkinabé. Il faut que les églises, les mosquées, les lieux de culte, les coutumiers, les intellectuels, etc., puissent passer le message de on a un seul pays, il faut que chacun s'y mette. Mais ils le font déjà, non? Même si ce n'est pas suffisant peut-être. Bon, moi je pense que les lieux de culte, bon, on y va pour prier Dieu, mais il faut aussi qu'à un moment donné, il y ait des prêches engagés qui accompagnent nos FDS. Je ne sais pas si c'est fait parce que moi je ne suis pas un érudit de la religion, mais je pense que partout où c'est possible, on devrait passer ce message d'amour. Oui, mais est-ce que la tendance actuelle n'inquiète pas tout de même quand on attaque une église, une mosquée avec autant de victimes? Est-ce qu'on n'est pas dans une dynamique de radicalisation de ces groupes armés-là, avec une barbarie inouïe au Burkina désormais? Bon, que ce soit les forces de défense de sécurité qu'ils attaquent, que ce soit les VDP qu'ils attaquent ou les lieux de culte, dans tous les cas, l'objectif de ces gens, c'est de terroriser. Donc, que ce soit des civils, que ce soit des militaires, donc l'objectif étant de terroriser, ils ne font pas de tri. Donc, pour moi, cet hydre-là, il faut qu'on arrive à le combattre. Et donc, ça m'amène vers l'adhésion. Donc, après l'amour. À quel niveau? Non, il faut que vous voyez, par exemple, je reviens encore sur les étalons. Vous voyez que des gens ont mis 15 000 francs pour payer un maillot. Est-ce que ces gens sont capables de mettre, est-ce qu'ils accepteront de mettre 15 000 francs pour les forces de défense de sécurité, pour l'effort de paix ou de guerre selon? Est-ce qu'on a vu des gens qui se sont déplacés sur Abidjan pour soutenir les étalons? Est-ce que ces derniers sont sur Boaké? Okay, oui, parce qu'on n'a pas. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que effectivement, ces mêmes gens sont prêts à mettre ces moyens-là pour soutenir les forces de défense de sécurité? Donc, cette adhésion, il faut que
on puisse expliquer à cette population-là qu'on n'a qu'une seule nation. Et pour cela, il faut aussi vendre du rêve. Si les gens sont mus par leurs intérêts propres, donc si les gens sont découragés, les gens sont défaitistes et tout ça, à un moment donné, ils sont eux-mêmes capables d'accompagner c'est-à-dire ces terroristes ou même de s'enrôler. Donc pour moi, il faut communiquer, il faut vendre le rêve, de sorte à ce que les uns et les autres adhèrent à ce qu'on puisse goûter ce terrorisme hors du Burkina. Est-ce à dire clairement que le tout militaire a montré finalement ses limites dans cette lutte contre l'insécurité au Burkina? C'est sûr que, comme je l'ai dit, il faut que l'armée soit bien équipée, il faut que l'armée soit bien formée et monte en puissance, mais est-ce suffisant? Moi je suis convaincu qu'il faut qu'on montre un certain patriotisme, un certain amour et un certain soutien pour cette armée et qu'on adhère. Parce que quand on adhère, derrière, il y a des dénonciations, derrière, quand il y a quelque chose qui est suspect, on va vers le chef de village, on va vers le préfet ou on va vers une autorité quelconque pour informer. Donc, je pense que ce titre-là ne peut pas prospérer s'il y a cette solidarité à toute épreuve. Est-ce que c'est aussi un défi à relever pour les leaders religieux désormais? Au-delà des communiqués classiques qui sont sortis, est-ce qu'il y a lieu de s'engager davantage au niveau des lieux de culte à travers les messages qui sont diffusés au quotidien? Bon, moi je crois que c'est leur rôle aussi d'éduquer, c'est leur rôle aussi de sensibiliser. Est-ce qu'ils font assez? Est-ce que le constat que vous faites, est-ce qu'il y a assez d'engagement de la part des leaders religieux pour la lutte contre l'insécurité? Il faut prôner l'amour de Dieu, mais il faut aussi prôner l'amour de la nation. Oui. Ça, c'est important. Donc, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Est-ce suffisant? Je ne saurais pas vous le dire. Mais il y a toujours une meilleure façon de faire, il y a toujours une meilleure façon d'appuyer. Donc, moi, je les encourage à continuer dans ce sens. Vous avez parlé des étalons, oui, ça c'est le football, il y a toute une union autour, mais dès qu'on sort de là, est-ce que vous pensez que la société burkinabé est suffisamment divisée sur tous ces clivages ou encore ces clichés patriotes apatrides? Est-ce que cela ne crée pas davantage de fossé entre les citoyens burkinabés? Bon, moi-même, je suis un cas vivant. J'ai subi un drame. Je ne peux pas dire qu'il y a eu une grande solidarité de ma corporation, du gouvernement et puis de toute la nation autour de la cause. Et je m'étais même fait le pari que si jamais demain je suis restauré, les jeunes qui ont accompagné le mouvement des victimes là, je vais leur demander de continuer dans un mouvement de sorte à ce qu'on puisse diagnostiquer pourquoi les Burkinabés ne sont pas solidaires, pourquoi les Burkinabés ne sont pas assez patriotes. Ça, je pense que même s'il faut financer des sociologues qui puissent comprendre et qu'on puisse mener des actions, même si notre génération ne pourra pas vaincre cela, je pense que, en tout cas, c'est nécessaire. On ne peut pas rester comme cela. On est suffisamment divisé. Est-ce qu'il faut laisser tomber ces clichés, la patriote apatride? Moi, je crois que quand vous regardez, il y a le président Tidiane Thiam, le ministre Tidiane Thiam, qui a donné une boutade qui m'a fait plaisir une fois. Il m'a dit, écoutez, regardez les Israéliens. Quand vous les enlevez, vous allez, les Juifs, et vous les mettez sur un autre terrain, sans rien, ils vont avec leur intelligence, leur patriotisme, et puis leur amour pour leur communauté. Rien que ça les rend forts. Mais prenez des Burkinabés, vous allez les mettre quelque part. Est-ce que vous pensez que systématiquement ils seront soudés, systématiquement ils vont montrer une certaine adhésion, un certain patriotisme? Je ne crois pas. Donc ça, c'est un travail à faire. Et qui doit porter le chapeau de ce travail à faire? Est-ce que c'est tout le monde ou c'est l'autorité qui doit donner le ton pour que les gens suivent finalement? Bon, je crois que cette nation nous appartient tous. Les autorités ont leur part, vous et moi, on a notre part. Et moi, je jouerai ma partition dès que je suis restauré. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Je voulais qu'on reste encore dans le défi sécuritaire et la région de l'Est avec cette saisie qui a été opérée par la 6e Légion de gendarmerie. Plus de 300 bidons qui étaient censés approvisionner la localité de Namounou dans l'Est du pays. Sous emprise terroriste, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le communiqué qui le dit. Clairement, est-ce à dire que les Burkinabés, finalement, sont le problème de ce pays-là? Non, je ne crois pas. Je vous ai dit tout à l'heure dans le triptyque, il faut l'adhésion. Non, là, il est question d'approvisionner les groupes armés en carburant. Quand on sait que c'est là où ils arrivent à se déplacer, arrivent à faire tout ce mal qu'ils sont en train de commettre sur le terrain. Je m'explique. Pourquoi je dis adhésion? Oui. Vous savez, on ne peut pas mettre un policier derrière tout le monde. La tentation est forte. Vous voyez qu'on paie le carburant à 4 millions, on le vend à 12 millions. 200% de marge, c'est tentant. Donc, à ce niveau-là, c'est un hydre qu'on ne peut pas arrêter que par la collaboration des populations. Donc, si les populations dénoncent ce trafic-là, tout de suite,
il va être taclé et il va s'arrêter. Mais si les populations ne le font pas, ils laissent les gens faire ce trafic-là, ils savent que voilà, ça alimente les terroristes et tout ça. À un moment donné, voilà, ça va continuer parce que c'est un gain pour, un certain nombre de personnes et puis un gain non négligeable. C'est comme l'hydre de la drogue, c'est comme le trafic de l'or et tout ça, c'est tentant. Mais là, c'est suffisamment grave quand même, parce qu'on sait que c'est avec ça que les groupes armés se déplacent pour tuer d'autres Burkinabés. Je vous ai dit, revenons au tritype armée, amour, adhésion. Tant qu'on a cet amour, tant qu'on a cette adhésion, je suis persuadé qu'on va gagner parce qu'on forme un. Ce n'est pas juste les forces armées qui doivent aller combattre avec des armes, avec des drones et tout ça. Nous tous, on doit être des combattants. Donc, je vois un voisin ou je vois quelque chose qui est anormal, tout de suite j'alerte l'autorité. Et si tous les Burkinabés s'y mettent, il n'y a pas de raison. Parce que ces groupes armés, ils vivent avec nous. Ils sont parmi nous. Et s'ils sont dénoncés, s'il y a un petit doute, et puis on va vers l'autorité, on dénonce et tout ça, moi je suis persuadé que des chances qu'on puisse minimiser l'action de ces groupes terroristes. Alors parlons de la région de l'Est. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes un ressortissant de FADA qu'on va mettre l'accent là-dessus, mais un fait qui est là. Nous avons reçu une fois le docteur Idani ici, qui est un ancien chercheur, qui nous disait le carburant passe par l'Est. On arrive à dépoter à Ouaga pour renvoyer le carburant dans cette partie du Burkina. Est-ce que ce n'est pas aussi cette manière de gérer ces questions d'hydrocarbures là, qui font qu'il y a certaines régions du Burkina qui sont délaissées aujourd'hui? Bon, moi, pour l'expérience que j'ai, parce que moi, je suis un ancien du pétrole, hein, je suis passé par Sonabi, par Mobil Oil et puis par le groupe Adaxorix. Le carburant, c'est tentant parce que ça draine beaucoup d'argent. Pour moi, je ne suis pas sûr que ce trafic-là, il soit issu effectivement des bacs ou du carburant de Sonabi qu'on va chercher à Lomé ou à Cotonou ou au Ghana pour aller dépoter. Mais dans le communiqué de la gendarmerie, on dit que le trafic part de Ouagadougou vers Fada. Bon, tout ça, ça demande à être... Il y a toute une chaîne, clairement, dans ça demande à être précisé. Parce que quand vous regardez la région de l'Est, c'est une région qui est proche du Niger. Le carburant coûte moins cher au Niger qu'au Burkina. Il y a une différence, je pense, environ de 100 francs le litre. C'est une marge qui est très intéressante et c'est tentant. Donc, ne serait-ce que ça, donc moi je pense qu'il faut bien investiguer. C'est pas impossible que voilà, ce corridor-là soit aussi exploité. La région de l'Est, avec l'insécurité qui était assez connue, avec les braquages à main armée, aujourd'hui les questions de terrorisme, comment du coup la question existentielle, comment impliquer les populations de cette partie du Burkina dans le cadre de la lutte contre l'insécurité de façon spécifique? Bon, moi je ne mettrai pas ça sur le plan spécifique. Moi je suis persuadé que l'hydre terroriste, on va le vaincre. Ça c'est clair et je n'ai pas de doute là-dessus. Moi, c'est même l'après-terrorisme qui me fait peur. Parce que quand on va vaincre le terrorisme, vous avez la région de l'Est, quelqu'un qui a 10 ans, et pendant 10 ans, il n'est pas là à l'école. À 20 ans, il a un certain frustré de la République. Qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on ne pourra pas partir avec nos enfants, nos petits-enfants en vacances là-bas, si ce problème n'est pas taclé dès maintenant. Il faut déjà créer des centres d'application professionnelle, des centres de formation professionnelle, à la menuiserie, à la soudure, à l'agriculture, etc., pour pouvoir absorber ces jeunes-là. Pas que dans la région de l'Est, hein, un peu partout, même dans le Sahel, ce même débat va se poser éventuellement à l'avenir. Certes, mais je dis, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, nécessairement. Voilà qui est bien dit. On va ouvrir d'abord le gros chapitre, parce que quand on a parlé d'insécurité, c'est ce qui a donné lieu aussi à la création d'une organisation qu'on a appelée l'Alliance des États du Sahel, AES. Les trois pays que sont le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé d'unir leurs forces, d'harmoniser leur manière de lutter contre l'insécurité. Est-ce que déjà vous trouvez que c'est une belle initiative, la création de cette structure-là? Non, moi je tiens à féliciter vivement le président Traoré, le président Goïta et le président Tiani pour cette opportunité qu'ils donnent à la communauté de ces trois pays pour s'épanouir. Je m'explique. Ces trois pays ont à peu près les mêmes réalités. Nous sommes des pays qui sont confrontés à l'hydre terroriste, nous sommes des pays qui sont des pays sahéliens, mais qui avons des potentialités complémentaires. Donc pour moi, pour aborder ce sujet-là, il est important que ça puisse ne pas être, c'est-à-dire une superposition de projets par pays. Parce que si on le fait comme cela, on réunit des experts, chacun vient avec ses projets, bon, on superpose ça, on va se retrouver aussi
avec moins de 5% d'échanges entre nos pays dans 20 ans. Et ce n'est pas l'objectif. Donc pour moi déjà, la première des choses qu'il faut faire, il faut identifier du potentiel experts, environ une vingtaine dans chaque pays. On va créer un centre d'intelligence qu'on va loger à Combisri, à Koubri ou ailleurs, pourvu que ce ne soit pas à Ouaga, pour éviter le trafic et tout ça. Ces experts doivent être choisis pour leur probité intellectuelle et morale irréprochable. Donc, ces intellectuels choisis, on construit une cité VIP, on construit des bureaux high-tech pour avoir accès aux informations à travers le monde, et on leur donne un cahier de charge, des TDR. Le TDR va être tout simple. On vous donne 6 mois pour nous sortir la vision AES à l'horizon 2050. Donc l'AES a été créée sans vision, c'est ce que vous voulez dire? Non, ça vient d'être créé, donc je crois que... Mais on se dira aussi que ça a été mûri quand même avant d'être lancé. 3 dirigeants ne peuvent pas se lever du jour au lendemain pour dire on lance une alliance alors qu'on ne sait même pas où on va. Il y a des étapes. Oui. Donc pour moi, ça peut être ce que je propose, ça peut être autre chose et tout ça. Il y a toujours, comment dirais-je... Mais vous trouvez que c'est pertinent qu'on ait ces experts-là qui soient réunis quelque part pendant 6 mois? C'est indispensable. Oui. Pour moi, c'est indispensable pour aller vite et bien. Donc la vision déclinée à l'horizon 2050, avec une déclinaison quinquennale. Et puis, dans les TDR, c'est de préciser à ces experts qu'il faudra que la balance commerciale entre ces 3 pays soit nulle. Avec une révision qui peut être annuelle, etc. Je m'explique. Je vais parler du domaine, par exemple, de l'énergie, qui est mon domaine un peu de prédilection. Il y a eu déjà donc une rencontre des 3 sociétés d'électricité des 3 pays à Ouagadougou déjà. Ils se sont rencontrés à Ouagadougou. Ils ont parlé de même de construction d'une centrale nucléaire pour juguler le déficit énergétique. Peut-être qu'on a commencé à réfléchir comme vous l'avez souhaité. Bon, moi j'ai vu le compte rendu, ça m'a laissé un peu sur ma soif. Ah oui, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait de ce qui a été tenu comme discours, comme message par ces 3-là? C'est un début. Oui. Mais pour moi, nous avons la possibilité de faire des hubs. Par exemple, pour l'énergie, le Niger a un potentiel énergétique que les 2 autres pays n'ont pas, à savoir que le Niger a du charbon, le Niger a du gaz, le Niger a du pétrole, le Niger a du soleil, le Niger a du vent pour l'éolien et le Niger a de l'uranium. Et même de l'hydroélectricité, des barrages potentiels barrages d'hydroélectricité qui ne sont pas encore mis en exploitation. Aucun des 2 autres pays n'a ces atouts-là. Donc pour moi, il faut faire du Niger le hub énergétique de l'AES. Et avec ces atouts-là, le Niger, on peut construire par exemple une centrale à charbon au niveau de Salkadama d'environ 1200 MW. On construit une centrale solaire photovoltaïque de 600 MW, une centrale solaire thermodynamique de 600 MW, de l'éolien pour 300 MW, et puis une centrale au gaz naturel pour 1500 MW. Tout de suite, on mobilise 5000 MW. À l'exemple, je vous dis, aujourd'hui, la puissance installée de nos 3 États est à peine de 1000 MW, et en importation 1000 MW, donc 2000 MW. Donc, il y aura une surproduction d'énergie, ça veut dire que nous-mêmes, nous pourrons vendre de l'énergie aux autres finalement. Parfaitement. Oui. Et même que ce que je suis en train de décliner, aujourd'hui, nous avons des coûts de production d'environ 130 francs en moyenne dans l'AES. Ce que je suis en train de dire sur le Niger, on peut vendre cette énergie-là à 40 francs, qui va représenter le tiers de nos coûts de production aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce que vous et moi, si on a notre... Et puis d'autres... Si les citoyens, parce que... Bon, les citoyens, voilà. Même les entreprises, parce que ça fait beaucoup d'argent qu'il faut payer par mois. Oui. Si on a notre facture d'électricité qui est diminuée de 30% ou 40%, c'est une réserve d'argent qu'on peut affecter à autre chose. L'électricité, on sait que c'est un facteur de production qui est très important dans les unités industrielles. Donc diminuer cette facture-là de 50% ou de 40%, ça va stimuler et rendre compétitives nos entreprises. Donc pour moi, le mieux, c'est vraiment d'en faire un hub énergétique et puis de distribuer ça à travers des lignes électriques sur des pays comme le Mali et puis le Burkina. Le thermique a montré ses limites. Est-ce qu'il faut sortir du thermique aujourd'hui? Bon, le thermique, nous ne produisons pas du pétrole. Oui. Et ça, c'est clair. Aujourd'hui, le thermique, vous sortez peut-être le kilowattheure
subventionné même autour de 100-120 francs. Hein. Imaginez que Sonabel a une subvention d'environ 70 millions. 70 milliards de francs CFA. Ça, par exemple, avec cette option-là, cette subvention sera économisée par l'État. On ne va pas détruire toutes les réalisations de Sonabel. On a des centrales hydroélectriques qui sont compétitives, on a des centrales solaires qui sont compétitives. On pourra redéployer voilà, toutes les centrales thermiques en backup sur des mines ou sur d'autres centres isolés. Mais pour moi, ce n'est pas acceptable qu'on soit toujours à 100 francs, 120, 130 francs le kilowattheure, pendant qu'on a des options dans l'AES pour être à 40 francs le kilowattheure. Hub énergétique, donc le Niger, vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est une question de vision qui manque à ce niveau-là pour que les dirigeants prennent ce dossier-là à bras le corps? Parce qu'on sait qu'il y a des délestages du côté du Mali. Au Burkina, ça va beaucoup depuis un bout de temps. Vous avez aussi le Niger qui ne s'en sort pas très bien. On se rappelle qu'avec les sanctions, il y avait des coupures à n'en pas fini à Niamey. Donc du coup, par rapport à ce que vous proposez, est-ce que clairement c'est possible de le faire en 6 mois, en 1 année? Non, déjà, je vous ai dit, par exemple, le comité d'experts qu'on va prendre, on va leur donner quand même 6 mois pour... Juste la réflexion? Oui, pour la réflexion, okay. Parce que c'est important. Ce que vous venez de décrire, M. Yada, on n'a pas besoin de 6 mois pour cela. Vous êtes seul, vous venez de sortir une liste de réalisations qui peuvent être effectuées. Oui, mais il y a des interactions. Oui. Moi, je donne des idées de manière globale et tout ça, mais c'est pour faire une étude sérieuse. Je me rappelle qu'à l'époque, pourquoi j'en parle? Parce que j'avais créé avec des amis une association qui s'appelait Club africain pour la prospective et le développement. Et on avait créé des commissions sectorielles, une trentaine, pour réfléchir, on était déjà en 2011, pour réfléchir au Burkina à l'horizon 2030. Et on avait le professeur Sanou Père son âme qui nous donnait des cours, la méthodologie pour faire de la prospective et tout ça. Et je vous garantis que pour faire quelque chose de sérieux, ça demande du temps. La collecte d'informations. Mais déjà, même avant de continuer le débat, il y en a qui disent au Burkina que les intellectuels ont longtemps dirigé ce pays, ça n'a rien apporté. Et vous dites qu'il faut encore associer les intellectuels à la réflexion pour la gouvernance future du pays. Pour moi, je fais la part des choses entre les intellectuels qui sont pistonnés et les intellectuels qui, par leur valeur morale et puis intellectuelle, veulent faire avancer les choses, veulent faire bouger les lignes. Donc, comme je vous l'ai dit, si on donne 6 mois à ces experts-là de sortir la vision 2050, on peut... Après, prendre 6 mois pour expliquer. Je vous ai parlé d'adhésion. Il faut vendre un rêve au peuple, de sorte à ce qu'ils puissent s'approprier cela. Après, c'est plus facile. Donc, pour moi, le hub énergétique, c'est quelque chose qui est réalisable. Et il faut qu'on y aille. Et la centrale nucléaire, finalement, ça fait l'objet de beaucoup de débats. On s'est dit que le nucléaire pourra nous sauver avec l'uranium du Niger. Bon, certes, c'est un combustible qui est certes compétitif, mais aujourd'hui, le charbon est tout aussi compétitif. Le charbon, c'est le combustible le moins cher pour faire de l'électricité. Au Niger, ils ont 100 millions de tonnes prouvées à ciel ouvert. Est-ce que la qualité y est par rapport au cas nigérien, le charbon qui est produit au Niger par rapport à la production de l'énergie? Si, le charbon, on le brûle. Hein. C'est le principe d'une centrale à charbon, c'est de brûler le charbon dans les chaudières, chauffer de l'eau, qui fait tourner les turbines, qui fait tourner un alternateur ou une génératrice, et puis ça produit l'électricité. Ça, on est assis sur 100 millions de tonnes à ciel ouvert au Niger, et ça n'est pas exploité. Et pour moi, l'uranium n'est pas indispensable. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde... Les gens sont en train de sortir du nucléaire, apparemment. Beaucoup le disent, même s'ils ne le font pas. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'être dans la répétition des erreurs des autres? Moi, je ne crois pas que ce soit indispensable à ce stade, vu les atouts que nos pays ont en matière solaire, en matière de charbon et tout. Doit-on abandonner le projet de la centrale nucléaire au Burkina? Pour moi, c'est futuriste. Moi, je suis factuel. Quand vous regardez en Afrique, il n'y a qu'un seul pays, l'Afrique du Sud, qui a le nucléaire. Et ce nucléaire, ils l'ont eu au moment de l'apartheid. Vous pensez que des pays comme l'Égypte, des pays comme l'Algérie, des pays comme le Nigeria, le Kenya, qui sont mieux industrialisés, n'ont pas besoin de cette énergie-là? Regardez, le Maroc, c'est 52% au charbon. La Chine, l'Inde, 75%. L'Afrique du Sud, c'est 92% de l'énergie électrique au charbon. Mais pourquoi on a 100 millions de tonnes de charbon à ciel ouvert au Niger et on ne l'exploite pas?
Donc, je vous garantis que Est-ce pour que moi... ça dit qu'il faut descendre sur terre par rapport à la question de la centrale nucléaire? Ou bien c'est pour dire, pour plaire aux gens, comme on dit, tout le monde dit centrale, centrale, et puis allons-y, et puis voilà, l'uranium est là, à portée de main, exploitons, avançons. Non, vous savez, comme j'ai dit, il y a toujours une meilleure façon de faire. Ouais. Moi, je suis en train de vous donner mes idées, et il y a certains qui vont développer aussi la leur. Donc, il n'y a personne qui a la science infuse. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons le solaire qui est compétitif, nous avons le charbon qui est compétitif, il faut y aller. Et au-delà du charbon, du solaire, vous avez parlé aussi du gaz que produira le Niger, ou que produit le Niger, ou que le Niger peut produire. Du coup, est-ce qu'on peut sortir de la pénurie? Regardez un pays comme le Burkina. Chaque année, on a des pénuries de gaz. Est-ce qu'on peut partir du Niger pour servir l'AES en matière de production de gaz? Je dirais même pas seulement le gaz, je dirais même en matière d'hydrocarbures liquides et gazeux. Le Niger, aujourd'hui, producteur de pétrole. Pétrole, oui. Le Niger a une raffinerie de 20 000 barils jour qui correspond à la capacité de consommation du Niger. Quand elle était construite, le Niger avait 7 000 barils jour. 10 ans après, elle a 20 000 barils jour. Aujourd'hui, le Niger veut exporter du brut pour environ 200 000 barils. Ces 200 000 barils correspondent exactement aux besoins de l'AES pour les 10 années à venir. Donc pour moi, pourquoi on va aller chercher du carburant au Venezuela ou je ne sais pas où, ou en Russie, pendant qu'on a le carburant à 500 km ou à 1500 km de Ouaga? Donc pour moi, il faut que les trois pays se mettent ensemble pour faire une raffinerie de 200 000 barils jour au Niger et on sécurise nos approvisionnements. Et en cela, on va voir que la subvention que l'État met, environ 400 milliards de francs CFA par an pour les hydrocarbures et 70 milliards pour le gaz, tout ça, ce sera des économies. Et on aura une sécurité d'approvisionnement. Et mieux, les économistes peuvent se mettre ensemble pour voir le point d'équilibre économique pour nos pays. Le Niger, la matière première, on va fixer le prix qui arrange le Niger et qui arrange aussi l'économie de nos pays. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est jouable. Et le gaz, justement, faisons une escale là-dessus, parce que beaucoup de citoyens qui nous regardent ont des problèmes d'approvisionnement en gaz au Burkina. Chaque année, la pénurie, elle est là, l'État est incapable, ou du moins la Sonabi n'arrive pas à permettre qu'on ait accès assez de gaz. Est-ce que le Niger peut être une solution, une alternative pour la production et la distribution du gaz dans les pays du Sahel? À l'heure actuelle, la production du Niger, ils ne peuvent pas l'exporter, même si la qualité du produit là-bas n'est pas exclusivement butane. Il y a 30% de propane, mais ils l'utilisent et ça marche. Donc pour moi, dans le cadre de la nouvelle raffinerie que les gens, l'AES pourrait mutualiser pour construire au Niger, on pourrait solutionner effectivement la problématique du gaz au Burkina et au Mali. Alors nous sommes, avançons toujours dans l'émission, toujours avec l'AES. Je voulais qu'on reste sur le plan économique. À la question, par exemple, de l'élevage, on dit que c'est un secteur très porteur pour le Mali, le Burkina et le Niger. Notre gros client, en tout cas, c'est ce qui se dit, c'est la Côte d'Ivoire. Et du coup, AES, CEDEAO, UEMOA, comment finalement trouver la parade pour qu'il n'y ait pas vraiment de problème entre ces différentes nations-là dans le cadre des échanges économiques? L'élevage, pour moi, c'est effectivement quelque chose de très important. Je ne suis pas un spécialiste, mais déjà, quand je regarde les chiffres, le cheptel des trois pays bovins, on a 30 millions de têtes. Au niveau des ovins, caprins et dérivés, on est environ à 100 millions de têtes. Pourquoi ne pas constituer le bassin d'élevage, la zone des trois frontières? Ça, c'est quand on aura vaincu le terrorisme. Et je vous dis, si on multiplie, c'est-à-dire la quantité de bovins et puis de caprins et autres, on va se retrouver avec 60 millions de têtes de bovins. 60 millions de têtes de bovins, je fais un calcul tout simple. Même si on vend la moitié sur pied, l'autre moitié, les 30 millions, multiplié par 5 000, la peau d'un bœuf, ça fait 5 000 francs. Multiplié par 5 000, on est à 400 milliards, rien que pour la filière cuir et peau. Pour la viande, si vous multipliez, c'est-à-dire en moyenne, le bœuf fait 300 000, si vous multipliez 60 millions par 300 000, vous verrez que vous êtes déjà à 1800 milliards de francs CFA. C'est énorme. Derrière aussi, il y a la filière lait. Aujourd'hui, nous importons au Burkina pour environ 10 milliards de lait. Le Mali, aussi 10 milliards, le Niger, 10 milliards. Pourquoi on a pratiquement les mêmes réalités? Oui, on a même à peu près les mêmes réalités, oui. Parfaitement. Donc, pourquoi ne pas créer une filière lait et porter ça à 60 milliards. Là, on aura moins la qualité du produit, la visibilité
sur, parce qu'on importe ça je sais pas, la Hollande, d'autres pays où on n'a pas même visité sur la qualité. On a même parlé de soja qu'on transforme en lait, qu'on arrive à nous faire parvenir. Donc pour moi, ne serait-ce que ça, si les experts arrivent à nous faire les déclinaisons de manière quinquennale sur 15 ans et nous modélisent en 3D, si on explique ça à la population, on montre comment la population de cette zone-là va adhérer à ces projets, vous allez voir que les gens vont voir qu'il y aura des routes qui seront construites, il y aura des hôpitaux, il y aura des écoles. Chacun est mu par ses intérêts. Donc peut-être qu'avec ce rêve-là, peut-être qu'il y a 20-30% de terroristes qui vont déposer les armes. Parce que si vous sentez que vous aurez le bonheur, votre famille aura le bonheur, et que vous serez valorisé, ça sera un petit Dubaï dans cette zone-là, je ne vois pas pourquoi ces gens ne seront pas mus par ces intérêts-là. Est-ce à dire qu'il est temps plus que jamais d'arrêter de vendre notre bétail sur pied? Ça c'est quelque chose que, pour moi, c'est pas indispensable de vendre une partie du bétail sur pied, mais on peut créer une filière avec des abattoirs modernes dans la zone et puis, avoir une traçabilité. Aujourd'hui, à partir du Niger, dans le cadre de l'AES, on a accès au Nigeria, ce qui est très, très intéressant. On a accès à la Côte d'Ivoire à partir du Mali et du Burkina. On a accès au Bénin et au Togo qui sont des pays consommateurs, des gros pays consommateurs. Si demain le Tchad se met dans l'AES, on aura accès au Cameroun. Donc, et du coup, on est bien parti. Clairement, est-ce qu'il faut faire en sorte de ne pas fâcher aussi les voisins qui peuvent être les gros consommateurs de nos produits? Non, au contraire. À un moment donné, si on a des produits de qualité, des produits compétitifs, les voisins ne feront que venir. Je vous donne le cas de l'alimentation. Oui. Regardez par exemple l'Office du Niger. C'est 1 million d'hectares aménageables, irrigables, du côté du Mali. Pourquoi ne pas faire du Mali le hub alimentation de l'AES, comparé à Bagré qui est 30 000 hectares. Donc vous avez 1 million d'hectares pour le Burkina qui importe environ 80 milliards de riz. Le Niger 100 milliards de riz. Le Mali autant. Pour le blé, Burkina 40 milliards de blé, le Mali autant et le Niger autant. Il suffit de 500 000 hectares exploités à l'office du Niger pour combler ce déficit et même exporter. Donc on n'aura plus encore besoin qu'on nous donne du blé cadeau, en fait, à la limite, comme ce que la Russie vient de faire. Bon, je pense que ça, c'est un don conjoncturel. Donc, on ne va pas refuser un don, mais on peut mener une politique qui nous permet d'être autosuffisants en blé. Donc, je ne dis pas que les actions qui sont faites localement, sur les initiatives blé et riz, il faut arrêter. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir une concentration. Et en ce moment, on a des économies d'échelle et on peut même arriver à peut-être avoir ces produits-là vendus à moins 20%. Et ça peut tout de suite diminuer le prix du pain, ça peut améliorer le panier de la mélangère. Donc, tout ça. Clairement, avec une bonne vision, une bonne politique, l'autosuffisance alimentaire peut être une réalité dans peut-être quoi, 1 année, 2 années ou dans l'espace AES? Oui, moi je pense que les experts le diront, hein, mais déjà, je pense qu'on a le potentiel. Et derrière, moi-même, je suis pour qu'on fasse une concentration d'intelligence. C'est-à-dire les experts, les chercheurs de l'INERA, du CNRSC, du côté de l'ICRISAT au Niger, on les concentre. Mais les chercheurs vous disent qu'ils font de belles propositions, hein, souvent les semences améliorées, la culture, des produits et autres, mais très souvent ils ne sont pas suivis non plus. Il faut reconnaître que nous sommes dans des micro-projets. Ouais. Moi, les projets que je suis en train de vous parler, par exemple pour l'énergie, il faut mettre environ... si je calcule, mes calculs sont bons, il faut mettre environ 10 milliards de dollars pour en faire un hub énergétique crédible. C'est une sacrée somme d'argent. Oui, mais vous savez, quand vous allez vers les fonds souverains, quand vous allez vers des banques, de grosses banques de développement et tout ça, quand vous partez des projets en CFA, en milliards en CFA, ils ne sont pas intéressés. Mais là, vous allez avec des projets bien structurés, des projets pérennes, et les gens vous accompagnent. Donc 10 milliards ou 12 milliards de dollars, c'est des choses qui sont accessibles même à certains financiers. Confiez ça, par exemple, à Simon Tiemtoré de l'Union Capital, il vous lève ces fonds-là. Et donc, pour moi, il n'y a pas à avoir peur des chiffres. Il faut de l'ambition. Oui, mais revenons sur l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'il ne faut pas changer les modes de consommation, les modes alimentaires dans ces 3 pays du Sahel? Pour moi, c'est plus difficile. Oui. S'il n'y avait aucun espoir de marcher avec le besoin alimentaire, oui.
Mais là, je vous dis, on a 1 million d'hectares du côté de l'Office du Niger. Et ça, 500 000 hectares suffisent largement pour l'autosuffisance alimentaire dans l'AES. Oui, mais on parle tout le temps de mécanisation de notre agriculture. Depuis des années, c'est le même mot qui revient de façon récurrente. On donne des semences, on accompagne les... Même s'ils payent à des prix subventionnés. Apparemment, pour vous, tous ces mécanismes-là ne pourront pas sauver le Burkina de la question alimentaire. On est en train de penser à l'AES maintenant. Donc pour moi, ces petits projets... mais sauf que les pays parlent à l'AES quand il s'agit de rencontres tripartites, mais après on a les problèmes endogènes qu'on gère. Moi je suis en train de donner des pistes, hein. Donc je ne dis pas que ça va être accepté ou pas. Mais moi, ma réflexion, que si on y va vers ces pistes-là, on aura des solutions voilà, très rapidement à ces problèmes-là. Et sur le plan agricole, de façon pragmatique, quelle est la force de l'AES qu'on peut mettre au profit de tous? C'est le Niger, c'est l'Office du Niger. Uniquement l'Office du Niger, où à défaut, il y a Bagré, il y a Sourou, il y a un certain nombre de choses aussi qui ont été faites au Burkina. Oui, c'est quand vous regardez, vous additionnez tous ces périmètres aménagés, vous retrouvez peut-être au maximum avec 50 000 hectares. Donc 50 000 hectares, c'est pas grand-chose. Pour moi, la concentration, c'est important. On va avoir l'expertise, on va avoir des financements macro, et tout ça. Et puis, comme je vous dis, dans le cadre de l'AES, ces périmètres aménagés, on va donner un cahier de charge. Un Burkinabé peut soumissionner pour aller exploiter, un Nigérien peut soumissionner aux mêmes conditions qu'un Malien. Et l'État peut garantir le rachat, par exemple, de 50% de cette production-là. Et tout ça va permettre voilà, d'encourager Est-ce que vous pensez que c'est réaliste que les exploitants nigériens acceptent que les Burkinabés viennent le faire ou que les Maliens acceptent que les Burkinabés viennent le faire, vice-versa? C'est pour ça que je dis que quand les experts vont faire leur analyse, il faut qu'ils tiennent compte nécessairement que la balance commerciale soit nulle entre ces pays. Que les échanges soient majeurs, mais que la balance commerciale soit nulle. Je ne vois pas comment un Malien va refuser qu'on vienne cultiver à l'Office du Niger pendant qu'il sait que c'est le Niger qui lui fournit du carburant. C'est le Niger qui lui fournit de l'électricité. C'est une complémentarité. Et j'irai même plus loin. Vous voyez la CMDT et puis Sofitex, c'est le même objet qu'ils ont. Aujourd'hui, la CMDT, le Mali est premier producteur. Donc on leur confie, par exemple, le fait qu'ils aient la politique de la culture, de l'égrenage et même l'exportation de la graine de coton. Je vous dis qu'on importe environ 40 milliards d'huile au Niger, au Mali et puis autres. Avec la graine de coton, on devrait pouvoir satisfaire ça. Et qu'est-ce qu'on fait de la Sofitex? On en fait une société de filature, de tissage. Et en ce moment, c'est une complémentarité. C'est-à-dire le Mali à la politique de la culture, celle qui donne les engrais et tout ça, qui est toute la politique, qui collecte, qui égrène, etc. Et on décide, par exemple, je vous dis par exemple un exemple, si on décide pour 1 million de tonnes de coton égrené, si on décide de vendre que 500 000 et de transformer 500 000 tonnes en local, ça vous crée 500 000 emplois et une valeur ajoutée de plus de 3 milliards de dollars. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est très infime par rapport à notre capacité réelle. Il faut qu'on soit ambitieux. Oui. Il ne faut pas qu'on ait peur des chiffres. Et ça va nous sortir peut-être de la période des saisonniers, parce que beaucoup de gens qui nous regardent, qui travaillent à la Sofitex, on travaille souvent 6 mois, et 6 mois on est assis à ne rien faire. Je vous garantis qu'il faut mettre de la méthode, oui. Il faut avoir de grandes ambitions, et vous verrez qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. Au niveau du coton, vous l'avez dit, on a des huileries au Burkina qui manquent de matières premières. Est-ce que souvent ça vous surprend de savoir que à ce niveau, quand même, il y a un manque de vision claire là-dessus? Pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis il faut que tout soit concentré. Mali, Burkina, Niger, il faut avoir de grandes unités de fabrication d'huile pour éviter la pénurie. On peut donner, dans le cadre, par exemple, de l'équilibre entre le hub énergétique et puis le hub céréalier du côté de l'Office du Niger, on peut confier par exemple la production majeure de l'huile au Mali qui est graine. Et on confie le textile au Burkina. Regardez par exemple la Sosiko. Oui, allez-y. Vous savez, la Sosiko, aujourd'hui, ils ont 4000 hectares de périmètre aménagé. Ils ont un potentiel normal de 40 000 tonnes de production de sucre. On a 120 000 tonnes au Burkina de consommation annuelle. Et aujourd'hui, la Sosiko ne produit qu'environ 22 000 tonnes. Et la Sosiko fait souvent des méventes. En plus. Allez-y comprendre. Donc pour moi, oui.
ce qu'il faut, c'est-à-dire il faut qu'on target 100% du besoin du Burkina. Le Niger n'a pas d'industrie sucrière. Dans le cadre de l'AES, on va s'arranger pour que le Burkina fournisse le Niger à 50% et le Mali aussi, qui a une unité qui s'appelle Soukale, à 50%. Et ça, c'est quelque chose qui est possible. Dans l'ouest là-bas, du côté de Banfora, de Tengrela et puis de Touchiana, on ne va pas me dire qu'on ne peut pas trouver 8000 hectares de plus pour faire une nouvelle ferme sucrière et créer une nouvelle entité. Voilà. Mais ce que vous dites est peut-être juste, mais déjà on est en mévente. La SN Sosiko n'arrive même pas à écouler l'ensemble de ses productions. Oui, mais tout ça, c'est parce que on n'a pas ouvert le capital aux acteurs du marché. Quelqu'un qui importe du sucre, qui se fait une plus-value, bon, du jour au lendemain, on vient dire qu'il ne doit pas importer du sucre et il n'est pas dans la chaîne la nouvelle chaîne qui est Sosiko, qui n'est pas dedans. En ce moment, ça pose problème. Mais si on dit dans le cadre de la nouvelle, par exemple, l'amélioration de l'usine existante, de la nouvelle ferme qu'on va faire, etc., on demande à ce que les uns et les autres puissent apporter des capitaux pour boucler le financement. Je pense que ces gens-là, et puis à un moment donné, on bloque. On dit que l'importation du sucre est interdite, mais c'est ces acteurs-là qui vont rentrer au capital de cette nouvelle société-là et qui vont s'épanouir. Est-ce que ça vous désole souvent de voir que sur le marché burkinabé, on ne trouve pas du sucre made in Burkina Faso? Non, tout est une question de politique. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous allez sur les rayons à Abidjan, vous allez voir qu'il y a du Sosiko et c'est même prisé là-bas. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, au même moment qu'il y a eu la Sosiko, il y a eu la Soukaf. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit plus de 150 000 tonnes de sucre et le Burkina 20 000 tonnes. Comment on peut expliquer ça? On n'est pas suffisamment ambitieux au niveau de la production de sucre à notre niveau. Non, je ne dirais pas. Bon, la Sosiko a connu beaucoup de problèmes. Il y a eu des privatisations, il y a eu des reprises par l'État, etc. Moi, je pense qu'il faut se donner l'ambition. Et en matière d'investissement, parlons-en. Restons sur le cas de la SN Sosiko. On ne crée pas assez d'emplois. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, l'État peut actionner de telle sorte qu'on puisse avoir peut-être le maximum d'emplois pour absorber ces jeunes-là qui se cherchent aujourd'hui au Burkina Faso? Pour moi, la Sosiko, si on met une nouvelle ferme de 8000 hectares en plus des 4000, on va être autosuffisant. Et ça va créer en plus 20 000 emplois. 20 000 emplois supplémentaires directs? Direct. Oui. Direct, je veux dire, entre les emplois permanents et puis les saisonniers, ça va créer 20 000 emplois. Et on va maîtriser la qualité de notre sucre. Et ce serait bon pour les paysans, pour toute la région des Cascades et même au-delà. Et pour moi, ça, ce n'est pas des fonds qui sont inaccessibles. Pourtant que ce soit bien structuré, que ce soit bien vendu, il n'y a pas de raison. Continuons toujours avec l'AES. On a parlé d'économie, on a parlé de bétail, on a parlé de sucre, on a parlé d'huile. Mais je veux qu'on fasse une escale sur un autre élément, c'est les compagnies aériennes. Le Burkina, le Mali et le Niger n'ont pas de compagnie aérienne assez solide, à part Air Burkina, qui est en train de vivoter parce que de 1960 à aujourd'hui, on a peut-être un avion et demi, 2 avions, tout au plus 3. Comment expliquer que finalement, on n'en arrive pas à trouver une solution? Parce que le transport aérien peut aussi être un tremplin pour l'émergence des pays de l'AES. Oui, dès le départ, j'ai dit qu'il faut qu'on mette le centre d'intelligence de l'AES, les experts là, qu'on les mette à Ouaga. Pourquoi? Vous revenez là-dessus. Parce que Ouaga doit être le hub pour l'AES. Donc la capitale de l'AES doit être Ouagadougou. Ça, c'est indiscutable. De par notre position, oui. Ça, je crois que c'est naturel et ça nous sommes au centre, en tout cas, quand on prend la carte. Et moi, je pense qu'on ne doit même pas être seulement un hub de l'AES, on doit être un hub Afrique de l'Ouest. De par notre position, on n'a pas le choix que de l'être. Et pour moi, Air Burkina, aujourd'hui, après 58 ans de fonctionnement, sans interruption, mérite qu'on s'y penche sérieusement. Regardez ce que Air Côte d'Ivoire a fait. Ils ont fait faillite plusieurs fois, mais depuis les 10 dernières années, ils ont mis un business plan en place et ils sont autour de 12-13 avions et ils targetent 15 avions à l'horizon, je pense, 2025. La plateforme d'Abidjan fait environ 6 millions de personnes par an. Mais nous, on n'a même pas un bon aéroport à Ouagadougou déjà. Oui, c'est clair que dans le cadre de l'AES, si on doit être le hub, il faut qu'on puisse donner les moyens à Air Burkina de s'épanouir. Et pour moi, il faut
recapitaliser Air Burkina rapidement. Oui. Ça même, ce n'est même pas négociable, c'est quelque chose qu'il faut faire rapidement. Mais il y a de nouvelles compagnies qui sont en train de se créer à côté de Air Burkina. Est-ce qu'il fallait peut-être mettre l'accent sur Air Burkina que de sécréter de nouvelles compagnies aériennes? Je veux bien, mais je constate que toutes les compagnies qui viennent au Burkina, ce sont des pavillons nationaux. Que ce soit Turkish, que ce soit la RAM, que ce soit Ethiopian, que ce soit Égyptaire, etc. Tout ça, c'est des pavillons. Il n'y a pas de privé. Le seul privé que je connais, c'est Askai. Askai même, c'est 40% Ethiopian Airlines. Donc pour moi, c'est un domaine où il faut faire attention parce que c'est structurellement déficitaire. Donc les privés qui sont dedans, j'espère qu'ils ont bien structuré leur business plan sur du long terme. Il y en a qui ont commencé, qui étaient obligés d'arrêter. Bon, mais je sais que c'est un domaine qui est structurellement déficitaire. À l'image de Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire a perdu, pendant 7 ans, ils ont perdu 70 milliards. Et ça, c'était prévu à leur business plan. Mais ce déficit est absorbé par le ministère du Tourisme et le ministère du Commerce. Parce que quand vous avez un pavillon, comment dirais-je, une compagnie dynamique comme ça, votre pays est accessible, il est visité. Donc les hôtels marchent, les restaurants marchent, et puis les taxis marchent, tout marche. Donc, on décide que, même si c'est déficitaire, qu'on soutient de sorte à ce que le pays soit accessible. Donc l'État doit avoir le lead par rapport à Air Burkina. Ça, pour moi, c'est non négociable. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois. On a un exemple à côté. Air Côte d'Ivoire. En 10 ans, ils ont une douzaine d'appareils. Ils ont fait de Abidjan Hub, pendant que nous, on a cet atout naturel. Donc, si on s'y met, on va transformer Ouaga, le hub Afrique de l'Ouest, à l'image de Addis Abeba avec Ethiopian à l'est, à l'image de Nairobi avec Kenya Airways au sud. Soyons ambitieux. Et Ouaga Hub, ça va développer les hôtels, ça va développer les restaurants, ça va développer voilà, les taxis, ça va développer voilà, notre image. Et au niveau de l'AES finalement, comment est-ce qu'on peut créer une compagnie aérienne de l'AES? Pour moi, ce n'est pas indispensable. On garde le pavillon Air Burkina et on capitalise et les États peuvent rentrer. Il n'y a pas raison de dire, bon, un pavillon AES et tout, ce n'est pas indispensable. Burkina va être le hub, il n'y a pas de complexe. Et on n'a même pas de bon aéroport pour le moment. À ce niveau, est-ce qu'on n'est pas vraiment en retard par rapport aux autres? Mais tout ça va rentrer. Quand vous arrivez à l'aéroport de Niamey, vous arrivez à l'aéroport de Bamako, c'est nettement mieux que l'aéroport de Ouagadougou aujourd'hui. Certes, mais tout ça va rentrer dans le cadre de la réflexion de ces experts dont je vous ai parlé. Un autre dossier de l'AES avant de basculer sur Cotralis, parce qu'on va terminer l'émission par Cotralis. Je veux vous entendre sur la monnaie. Est-ce que vous pensez qu'il est temps qu'on ait le Sahel? Il y en a qui ont commencé à dire le Sahel qui sera la monnaie de l'AES. Pour moi, d'abord, il faut consolider les fondamentaux. Moi, j'ai vu des gens qui veulent faire l'hymne de l'AES, qui veulent faire le drapeau de l'AES. Moi, je pense que ce n'est pas la politique, c'est pas la priorité. Il faut déjà l'intégration économique. Je vous ai dit ici, on a un hub céréalier, on exporte. On a un bassin de production de bétail, on exporte. On a un hub énergétique, on exporte. Ça va faire que les gens vont forcément venir vers cette région qui va être très attractive. En ce moment, si on crée notre monnaie, la monnaie va être forte. Et pour moi, c'est clair qu'il faut contrôler les fondamentaux avant d'aller à la monnaie. Donc ce n'est pas une urgence absolue pour... À mon sens, non. Et l'hymne non plus, hein? Bon, on peut le faire. Si ça ne va pas nous prendre du temps, oui, on peut le faire de manière exotique. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de déjà tracer la vision à l'horizon 2050. Voilà qui est bien clair. On va terminer l'émission par l'affaire Cotradis. Vous en êtes l'administrateur général. Où en sommes-nous avec ce dossier? Est-ce que finalement, les lignes ont bougé depuis quelques mois maintenant? Bon, ce que je peux dire sur ce dossier-là, bon, j'en ai parlé plusieurs fois sur d'autres plateaux, c'est qu'il y a le ministre des Affaires étrangères, le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui m'a reçu en tout début d'année. Il m'a même écouté longuement sur le sujet. Et depuis, on est resté très en contact. Et il y a des initiatives qui ont été développées par lui. Et à ce que j'ai compris aussi, c'est que le chef de l'État a été mieux briefé sur le sujet et qu'il s'est engagé en fait à trouver une solution avec son frère, le roi du Maroc. Est-ce que vous avez l'impression qu'au niveau du Maroc, vous êtes écouté? Est-ce que ce n'est pas encore pour gagner du temps par rapport à cette question-là? Moi, ce que je constate, c'est que j'ai confié ce dossier il y a 1 an à mon État. Quand j'ai été victime d'un abus par le Maroc qui a refusé d'appliquer une décision de justice,
d'obtempérer à une convocation au pénal, j'ai saisi mes autorités, les autorités de mon pays, et je leur ai dit que j'ai été victime d'un abus et que je souhaiterais qu'ils protestent. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une commission mixte en juin à Dakhla. Le dossier n'a pas pu être vidé, il a été inscrit à reverser au niveau de la diplomatie. À la suite, j'ai vu l'ambassadeur de ce pays qui est reçu par le Premier ministre que lui-même est un homme de droit. Aux conclusions du compte-rendu, point de Cotradis, on dit tout va bien dans le meilleur des mondes entre le Maroc et le Burkina, pendant que la veille... Et ça vous a choqué de voir cette manière de communiquer? Alors que vous êtes burkinabé, vous avez perdu assez, et nos autorités qui déroulent le tapis rouge à l'ambassadeur du Maroc en parlant de... Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, moi j'apprécie de mon côté. Mais peut-être que ces autorités ont des réelles contraintes, peut-être qu'il y a la réelle politique qui est là, mais dans tous les cas, moi je constate que le problème Cotradis n'a pas été discuté, en tout cas dans le compte rendu de la visite. Pourtant, c'était pour faire le point de la coopération. Idem, j'ai vu l'ambassadeur de ce pays rencontrer le ministre de la Sécurité, qui est aussi un haut magistrat, qui connaît ce que c'est qu'une exéquature, qui sait ce que c'est qu'un trouble à l'ordre public, qui sait que c'est qu'une décision de cassation, etc. Point de Cotradis dans le compte rendu de cette visite, pendant que ce ministre a été saisi plusieurs fois par les associations qui défendent les victimes, parce qu'ils informent systématiquement le ministre de la Sécurité avant tous les sittings au niveau de l'ambassade. Point de Cotradis. Mieux, l'ambassadeur a été convoqué par l'ancienne ministre des Affaires étrangères pour rencontrer les représentants des victimes, moi-même, etc. Il n'a pas daigné se présenter au prétexte que lui, il attend un hockey de Rabat. Vous imaginez l'ambassadeur Koulibaly au Maroc là-bas, qui refuse d'obtempérer à une convocation du ministre marocain des Affaires étrangères? Ce n'est pas possible. Donc il y a un manque de respect ou quoi, clairement? Non, pour moi, je ne comprends pas que nous, on est expulsés. Pour les mêmes causes, la coordinatrice des Nations Unies, avec la même ministre des Affaires étrangères, pour n'avoir pas obtempéré à une convocation ou à une invitation, et que ce même cas se produit avec l'ambassadeur du Maroc, et puis rien ne se passe. À dire que, bon, l'impérialisme, il est occidental, il est américain, mais il ne peut pas être africain ni asiatique. Donc, pour moi, il y a un deux poids, deux mesures qui ne se comprennent pas. Pour moi, sur ce sujet-là, il y a un problème. C'est comme si vous avez un père de famille qui laisse sa fille violée par l'ami de son meilleur ami et qui laisse ça impuni au nom de l'amitié. On a beau vous dire que le Maroc... Vous utilisez de gros mots. Non, c'est le mot. C'est le mot. Il y a eu mort d'homme. Ouais. Il y a eu mort d'homme, il y a eu des bras amputés et tout ça. Et c'est passé sous silence. Il y a eu 300 emplois de perdus. Il y a 1 milliard qui n'est pas dans la caisse de l'État chaque année. Et puis, c'est passé sous silence comme ça. Et pourquoi? Parce que, je pense que le Maroc, c'est un pays ami. Bon, il faut le ménager, etc. On parle d'intérêt stratégique, de relations spécifiques avec le royaume. Je veux bien, mais on ne badine pas avec la souveraineté. C'est comme le centimètre carré du territoire, c'est non négociable. Ne pas accepter d'obtempérer à une décision de justice, d'obtempérer à une convocation de notre justice, c'est comme si on nous prend une partie de notre souveraineté. Et ça, ce n'est pas acceptable. Est-ce que vous commencez à avoir un peu la lassitude par rapport à ce dossier-là? Non, je ne crois pas. Mais moi, j'irai jusqu'au bout de ce dossier. Pourquoi? Parce que j'ai eu des aînés qui m'ont appelé, qui m'ont dit oui, bon, tu sais, il y a du bruit, tu sais, opérateur économique, ça n'aime pas le bruit et tout. Je dis, vous savez, le tout, ce n'est pas le cash. C'est tout simplement parce qu'on continue avec ces compromissions que ce genre de situation arrive. Imaginez-vous ce scénario en Europe, ou même dans le Maghreb. C'est-à-dire le dirigeant social de cette société-là va prendre minimum 5 ans de prison. Dans notre cas, il est convoqué, il n'est pas venu. Mieux, il a une promotion au Maroc là-bas. Comment comprendre ça? Puisque si on ne se bat pas jusqu'au bout, ça va recommencer. On va dire, bon, envoyer encore des camions, c'est en Afrique, on va s'arranger avec la justice, on va s'arranger avec les autorités. Ça doit cesser. Donc moi, j'ai porté ma croix. Même s'il faut rompre les relations avec le Maroc, par rapport à cette question de Cotradis, vous n'êtes pas à temps. Pour moi, la rupture de relation n'est pas indispensable. Oui. On proteste avec la dernière énergie. Si ce n'est pas accepté, on utilise la réciprocité. Ça ne veut pas dire qu'on va rompre les relations. C'est pour dire que vous avez protégé votre entreprise, vous avez protégé vos emplois. Nous, on a un problème parce qu'on a des emplois perdus, on a la richesse perdue, on a même des veuves et puis des orphelins qui ne sont pas pris en charge. Ce n'est pas acceptable. Vous avez des intérêts ici, on va
indemniser Cotradis à partir de vos intérêts. Vous avez arrêté de faire les sit-ins. Finalement, apparemment, ça n'a pas porté fruit. Non, moi, les sittings, je suis informé par les associations qui défendent surtout les victimes. Ouais. Je crois qu'ils ont interrompu parce que, voilà, je crois que le ministre des Affaires étrangères avait pris le dossier à bras le corps. Donc, il y avait espoir d'une résolution. Bon, si ce n'est pas résolu, j'ai entendu qu'ils vont recommencer. Est-ce que vous avez peur que d'autres entreprises soient victimes comme Cotradis au Burkina Faso? Mais quel message on donne aux autres chancelleries? Ouais. Il y a eu au moins 6 sittings dans une chancellerie, qui est quand même pas un bureau quelconque. Mais pourquoi ce n'est pas résolu? Donc les autres chancelleries vont dire, bon, au Burkina, on peut venir flouer un citoyen burkinabé, abuser un citoyen burkinabé, et puis s'en sortir, pourvu que les pays soient amis. Ça, c'est pas acceptable. Certains ont dit il va se fatiguer, il va finir par abandonner cette affaire. Moi, aujourd'hui, je suis sur des projets qui ont la dimension de 4-5 fois Cotradis. Donc je ne dors pas sur Cotradis. Mais le cas Cotradis doit être réglé. Le patronat, justement, parlons-en. Est-ce qu'il compte vous accompagner sur ce dossier? Oui, le président Nassar m'a reçu juste après qu'il ait été intronisé. On a échangé sur la question. Il était disposé à interpeller le patronat au Maroc là-bas. Bon, mais il y avait des négociations qui étaient déjà en cours entre les avocats. Donc, c'est l'information que je lui avais portée. Donc, sinon, il est disposé à accompagner ce combat-là. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Par rapport à cette affaire Cotradis Feni Brosset, Maroc, je veux vous entendre. Quel est le message que vous avez adressé face caméra au président Ibrahim Traoré? Bon, je pense que je l'ai déjà fait, il y a 8 mois. Oui, bon. La répétition peut servir parce qu'après tout, les choses sont en train d'évoluer dans un nouveau sens. Non, moi je pense qu'à cette étape, il y a eu beaucoup de bruit autour de ce dossier. Les États ont des égos. Donc du coup, moi je pense que la meilleure formule, c'est d'adresser un courrier avec porteur de message au roi son frère, le roi du Maroc, pour dire qu'il y a une situation qui s'est posée au Burkina, qui n'est pas bonne ni pour l'image du Maroc, ni pour celle du Burkina. Ce serait bon qu'on trouve une solution définitive à ce problème. Voilà qui est bien dit. Merci Abdoulkader Yada. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Vous l'aurez donc remarqué, on a beaucoup parlé de l'AES, de l'économie, de comment nous sortir de cette situation difficile de l'insécurité, mais aussi et surtout comment trouver une solution à cette affaire Cotradis, parce qu'il y a des emplois perdus, mais aussi il faut recapitaliser, éventuellement trouver les voies et moyens pour que les caisses de l'État soient renflouées par notamment les impôts de Cotradis. C'est très important à signaler. En tout cas, ainsi prend fin le rendez-vous. Très bonne suite de programme à tous et à chacun. Et rendez-vous, on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.